C'était aussi pour tenter de contrôler le site d'essai nucléaire de Punggye-ri, centre du nucléaire nord-coréen. La raison pour laquelle la Chine a tenté de prendre le contrôle des installations nucléaires nord-coréennes était d'une part la crainte que la Corée du Nord puisse commettre des actes imprévisibles avec ses armes nucléaires, et d'autre part pour obtenir le soutien de la communauté internationale. Parce qu'il pouvait y avoir, et il y avait effectivement, des gens qui qualifièrent cela de guerre d'invasion illégale. La 78e armée de groupe a pris le contrôle du site nucléaire de Punggye-ri sans combat, et s'est dirigée vers Hamhung via Kim Chaek. À Pyongyang, on préparait le combat. Des barricades étaient érigées, et soldats, avec le commandement de la garde, occupaient des bâtiments. Kim Joo-yeon s'était réfugié dans le bunker souterrain du siège du Parti du Travail de Corée pour sa sécurité. Le général Kwak Chang-sik du commandement de la garde était prêt à tout risquer dans la bataille de Pyongyang. Actuellement, les troupes chinoises commençaient à se rassembler une à une au nord de Pyongyang. Déjà, le nombre de brigades chinoises avait été porté à 4. L'armée chinoise avait confié la sécurité des installations nucléaires nord-coréennes et de la région du Pyongan du Nord à la 78e armée de groupe, à la brigade d'artillerie de la 78e armée, à la 8e brigade composite, à la 202e brigade composite, et à la 2025e brigade composite, toute détachée de la 79e armée de groupe. Leur intention était de concentrer l'ensemble de la 79e armée de groupe à Pyongyang. C'était littéralement une situation de guerre totale. En réalité, le général Kwak Chang-sik avait tout de même un atout sur lequel il comptait. Dans la guerre moderne, les combats urbains sont un véritable enfer. Certes, les bâtiments nord-coréens sont fragiles, mais la Corée du Nord se prépare à la guerre depuis plus de 70 ans. À Pyongyang, de nombreux abris et bâtiments sont prévus pour d'éventuels combats contre l'armée sud-coréenne. Et surtout, en raison des caractéristiques des bâtiments modernes. Ils sont construits en béton armé, et ces structures en béton armé ne sont pas complètement détruites même en cas de largage d'une arme nucléaire. En voyant les bâtiments touchés par des obus en Ukraine ou en Israël, on constate qu'ils ne sont pas totalement détruits. Au contraire, divers débris s'effondrent, générant davantage de gravats. Le général Kwak Chang-sik de Corée du Nord a pensé qu'en attirant l'armée chinoise dans des combats urbains, et en leur infligeant des pertes à Pyongyang, il pourrait leur donner l'image d'envahisseurs et, avec le renfort d'autres troupes nord-coréennes, il serait possible de gagner. Comme je l'ai dit, les communications ne fonctionnaient pas bien. En combat, information et communication sont cruciales. Tout repose sur des points reliés entre eux. Pour relier ces points, il faut une longue ligne. La communication permet ce lien. Quand ces lignes se relient, elle crée une surface. Plus elle est dense, plus elle est puissante. Mais si les lignes se coupent, la force de combat diminue. Comprendre les points, lignes et surfaces de l'adversaire, c'est l'information. En guerre moderne, la victoire dépend souvent de qui détruit ces lignes et surfaces en premier. L'armée nord-coréenne menait un combat déjà perdu. Il était logique qu'une armée sans exercice pose avec d'autres pays, et tirant seulement quelques obus par an, ne puisse pas bien se battre. C'est possible seulement dans les romans, et toute armée doit prendre en compte toutes les situations. Même dans une situation où les communications sont coupées, il faut prévoir des mesures. Il faut utiliser des équipes de réparation d'urgence pour rétablir rapidement le réseau de communication. Si rien ne fonctionne, utilisez au moins des messagers pour partager l'information. Dans la Corée du Nord moderne, il n'y avait même pas de ressources de réserve disponibles en raison de ces caractéristiques. Et comme il n'y avait même pas d'électricité, les communications ne pouvaient pas se faire correctement, ce qui a conduit à la dispersion de tous. À cause de cela, la bataille de Pyongyang s'est terminée assez facilement. L'armée aéroportée chinoise a mené une opération dans le sud de Pyongyang, où la ligne de défense était relativement faible, et a attaqué cette zone. Pris de panique, le commandement de la garde nord-coréenne a envoyé des renforts vers le sud, ce qui a affaibli la ligne de défense du nord. À ce moment-là, toute la 79e armée de groupe chinoise a attaqué depuis le nord, perçant ainsi la ligne de défense de Pyongyang. Certains soldats nord-coréens, repoussés par Zhao Zhangxian, se sont d'abord rendus, aidant ainsi à percer la défense. D'autres, après avoir combattu, ont dû s'agenouiller devant les blindés chinois. Pyongyang a finalement chuté. L'armée chinoise a rapidement capturé Kim Joo-hae et Kwak Chang-sik, puis a pris le contrôle des principales installations du ministère de la Défense, de l'armée stratégique, des forces d'opération spéciales, du bureau général de reconnaissance, du commandement de la garde, du Parti du Travail de Corée, du département de la défense civile et du bureau général des missiles, tous affiliés à la faction de Kim Joo-hae. Ils ont aussi pris le contrôle des principales installations de Pyongyang en seulement 4 jours. La Corée du Nord était en fait passée sous le contrôle de la Chine. Kim Hae-jok est ensuite retourné à Pyongyang. Craignant que Kim Joo-hae devienne une rivale politique, il promet publiquement et en interne d'assurer sa sécurité. Kim Hae-jok fixa Kim Joo-hae d'un regard perçant et la menaça au lieu de lui garantir sa sécurité. Il compte utiliser cette situation comme une régence, comme à l'époque Joseon. Kim Hae-jok voulait tout diriger en manipulant Kim Joo-hae.
En réalité, il n'y avait aucune différence entre la pensée de Gwak Chang-sik, le général du commandement de la garde, et celle de Kim Hae-jok. Et Kim Hae-jok a utilisé tous les moyens possibles pour s'emparer du pouvoir. En échange de la récupération des installations nucléaires, il a installé l'armée chinoise de Jubuk et a fait disparaître mystérieusement les autres enfants de Kim Jong-un. Il a tué le général Gwak Chang-sik avec un canon anti-aérien et purgé tous les soutiens de Kim Joo-hye parmi les fonctionnaires et militaires. C'était un mardi sanglant. La République de Corée est restée impuissante. Même lorsque la Corée du Nord a connu une crise soudaine, lorsque l'armée chinoise a traversé le fleuve Yalu, ou lorsque Kim Hae-jok est revenu à Pyongyang pour devenir le dirigeant suprême, nous n'avons fait que regarder, effrayés par la guerre. Nous avions choisi la guerre, mais en hésitant sur l'offensive au nord, nous avons perdu du temps, et la Chine a pris la Corée du Nord. En réalité, au moment où nous nous demandions quand avancer vers le nord, il se peut que nous ayons discuté du timing à cause d'une peur inconnue. La plupart des Coréens aujourd'hui n'ont connu la guerre qu'à travers les médias. Ils n'ont jamais vécu la guerre en réalité. Il est donc naturel qu'ils aient eu peur. Cette peur a finalement nui à la sécurité nationale. L'opinion publique était très effrayée. L'opinion anti-chinoise s'est enflammée. Et les Joseonjok vivant en Corée ont parfois été battus sans raison. La Corée se sentait ridicule de ne rien pouvoir faire. Et quelque chose commençait peu à peu à changer. Un sentiment de colère bouillonnant à l'intérieur continuait de s'échapper, devenant ainsi une occasion de réfléchir sur soi-même. L'oiseau casse sa coquille pour sortir car elle représente son monde. Naître, c'est détruire un monde. La Corée avait besoin de courage et de détermination. Et ce courage et cette détermination ont été réalisés. Ils étaient en train de se réaliser. À l'heure actuelle, il était impossible de confirmer si Kim Joo-hye était en vie ou non. Il avait cessé d'apparaître en public, et seules quelques personnes connaissaient sa position. Seul Kim Hae-jong et certains groupes le savaient. Kim Hae-jong a nommé des membres du cabinet pour reprendre le contrôle du régime nord-coréen. Dès lors, la Chine s'est de plus en plus impliquée, plaçant progressivement des membres pro-chinois dans le cabinet nord-coréen. La Chine a accédé de force à la mer de l'Est, réalisant un vieux rêve, mais cela a aussi eu des effets secondaires notables. Quand on gagne quelque chose, on perd aussi quelque chose en retour. Partout en Corée du Nord, des réactions négatives contre Kim Hae-jong. La mer de l'Est et l'armée chinoise persistaient. Trop de civils avaient été tués lors des affrontements avec l'armée chinoise, et certains soldats tiraient délibérément sur les Nord-Coréens, renforçant la méfiance. La mort soudaine de Kim Jong-un a déclenché un effet boule de neige croissant. De plus, dans le cas de la Chine, afin d'accroître son influence sur la Corée du Nord, elle avait stationné l'armée chinoise dans la région de Pyongan du Nord. Au total, 4 brigades ont été déployées à Sinuiju, Jeongju, Hamhung et Chongjin. À Jeongju, c'est la 119e brigade composite du 79e groupe d'armée qui a été stationnée. À Sinuiju également, la 119e brigade composite du 79e groupe d'armées à Hamhung, la 48e brigade composite du 78e groupe d'armée, et à Chongjin, la 68e brigade composite du 78e groupe d'armée. La raison pour laquelle ils n'ont pas installé ces forces au sud de Pyongyang était d'éviter de donner des prétextes inutiles et de provoquer des tensions avec la Corée du Sud et les États-Unis. Cependant, le contrôle de Pyongyang était également nécessaire pour la Chine. Ils ont donc massivement déployé des sociétés militaires privées renforcées depuis un moment, au sud de Pyongyang, pour soi-disant entraîner l'armée nord-coréenne, tout en poursuivant la formation des soldats. La majorité de ces sociétés militaires privées étaient des néi-mongoliens. Si l'on additionne les effectifs de l'armée chinoise stationnés en Corée du Nord et ceux des sociétés militaires privées, cela représentait environ 30 000 à 40 000 hommes. Cependant, les critiques de la communauté internationale se multipliaient. Certains pays s'interrogeaient sur la restitution des installations nucléaires nord-coréennes après en avoir assuré la gestion. De plus, certains accusaient la Chine de poursuivre des ambitions expansionnistes, et quelques pays ont même imposé des sanctions économiques. La Chine a expliqué qu'il s'agissait d'efforts visant à normaliser la Corée du Nord. Elle a précisé que la restitution des installations nucléaires permettrait à l'armée chinoise en Corée du Nord de les gérer via son intermédiaire. C'était absurde, mais contrôler la Corée du Nord devenait de plus en plus difficile. L'installation de l'armée chinoise et de sociétés militaires privées en Corée du Nord entraînait des crimes répétés contre le peuple nord-coréen. Ils commettaient divers crimes, des délits mineurs au vol et à l'agression. L'armée chinoise n'ignorait pas ces faits, alors elle a envoyé la police militaire pour tenter de les arrêter et de les punir, mais cela ne suffisait pas. Cela était également lié à une sorte d'idéologie sinocentrique que possédaient les Chinois. L'idéologie sinocentrique de la Chine consiste à croire qu'ils sont le centre du monde, que leur culture est supérieure à toute autre civilisation, et à considérer les autres civilisations comme barbares. Le nom Chine signifie déjà pays du centre. En se basant sur cette idéologie, ils considéraient la Corée du Nord non pas comme un pays allié, mais comme une sorte de colonie. C'est pourquoi il y avait toujours des discordes. On dit que la volonté du peuple reflète celle du ciel, et qu'une armée doit entretenir de bonnes relations avec les habitants d'un territoire occupé. Si ces conditions ne sont pas remplies, ces habitants deviennent des ennemis et se retournent contre vous. En fait, si les puissances,
Comme les États-Unis, lors de la guerre du Vietnam, ou la Russie lors de la guerre en Ukraine ont tant peiné, c'est justement parce qu'elles n'ont pas su remplir efficacement ces tâches auprès de la population civile. Plus les relations avec les habitants se détériorent, plus ce n'est pas la population civile qui en souffre, mais bien l'armée elle-même. Mais l'armée chinoise, qu'elle en soit consciente ou non, continuait à causer des troubles auprès de la population civile. En plus, l'une des raisons pour lesquelles l'opinion publique s'est détériorée était pas justement le comportement arbitraire et cruel de Kim Yo-jong. En voyant Kim Jong-il exécuter publiquement des rivaux, parfois avec des canons anti-aériens, de nombreux citoyens étaient terrifiés. La rumeur de la mort de tous les enfants de Kim Jong-un s'est vite répandue. Kim Joo-hui ayant disparu, des histoires ont alors évoqué que Kim Yeo-jong aurait éliminé tous les héritiers pour prendre la couronne seul. Publié en 2024 par le ministère de l'Unification de Corée. Le rapport analyse la perception de la situation en Corée du Nord et prévoit le taux de soutien à Kim Jong-un. Selon ce rapport, en 2024, le taux de soutien à Kim Jong-un était de 14,5%. Dans un pays démocratique, un tel taux de soutien aurait déjà entraîné une période de lame duck. Le soutien était encore plus faible chez l'élite de Pyongyang et les jeunes de 20 ans. Après la mort de Kim Jong-un et la crise qui s'ensuivit, puis l'intervention chinoise, le soutien à Kim Yo-jong est tombé à un chiffre. L'opinion publique était très intéressante. De plus, la Corée du Nord était aussi une société très conservatrice. En Corée du Nord, la culture confucéenne conservatrice, centrée sur les hommes, rend difficile l'accès des femmes au pouvoir, ce qui nuit aussi à Kim Yo-jong. Bien que la Corée du Nord soit une dictature, il était difficile d'ignorer l'opinion publique. Même dans l'armée nord-coréenne, certains soldats ne suivaient pas Kim Yo-jong. Certains ont été profondément choqués de voir le commandant du commandement de la garde mourir de façon aussi cruelle. Les États-Unis étaient aussi de plus en plus inquiets. À la base militaire conjointe d'Anacostia Bolling, la surveillance de l'armée chinoise était déjà terminée. La Chine montrait une volonté accrue de s'étendre vers la mer de l'Est. Au nord de Pyongyang, l'armée chinoise renforçait ses positions. Avant tout, le régime nord-coréen était extrêmement instable, ce qui laissait prévoir que la Corée du Nord pourrait bientôt lancer une provocation de grande ampleur contre la Corée du Sud. Ces prévisions ont commencé à se réaliser de façon vraiment troublante. Les États-Unis surveillaient la situation en proposant plusieurs scénarios. Kim Yo-jong a provoqué le Sud pour unir l'opinion nationale, tandis que la Corée du Sud donnait aussi des motifs à cette provocation. Des organisations civiles sud-coréennes, voyant la situation instable en Corée du Nord, ont commencé à envoyer massivement des tracts de propagande vers le Nord. La Corée du Nord détestait ces tracts de propagande à un point presque obsessionnel. Alors Kim Yo-jong a saisi ce prétexte pour lancer une provocation contre la Corée du Sud. En Corée du Nord, à chaque fois qu'un nouveau successeur était désigné, de grandes et petites provocations se produisaient fréquemment. Tout d'abord, après la mort de Kim Il-sung, il y a eu l'incident des commandos armés de Gangneung en 1996, et autour de la mort de Kim Jong-il, en 2011, il y a eu le bombardement de Yongbyon et l'attaque du Cheonan. Cela visait à détourner l'attention des problèmes internes. Aujourd'hui, l'opinion publique nord-coréenne est de plus en plus instable. Dans cette situation, la colère ne pouvait que se tourner vers Kim Yo-jong. Alors Kim Yo-jong a essayé de détourner cette colère vers la Corée du Sud. La première action a été d'envoyer des ballons remplis de déchets. Cette fois, ils ont envoyé le plus grand nombre de ballons de déchets jamais vus, environ 1 millier, lancés simultanément sur le front ouest et le front est, sans distinction. À l'intérieur de ces ballons de déchets, ils ont mis toutes sortes de détritus, des fils électriques usagés, de l'huile, des ordures ménagères, des excréments, des piles usagées chinoises et bien d'autres types de déchets. Cette provocation nord-coréenne a placé l'armée sud-coréenne en alerte. Parallèlement, ils ont continué à provoquer la Corée du Sud par des attaques de brouillage, système de positionnement global. Dans cette situation, la Corée du Nord a fait circuler l'information selon laquelle des armes chimiques se trouveraient à l'intérieur des ballons remplis de déchets, afin de semer davantage la confusion en Corée du Sud. Bien sûr, en réalité, il n'y en avait pas. À cause de cela, c'était la panique au Centre régional du tourisme. Le Centre régional du tourisme est une équipe d'intervention rapide contre les menaces chimiques et biologiques. Une sorte d'unité de réserve prête à intervenir en 5 minutes au sein des forces spécialisées. Face à la menace d'une attaque chimique de la Corée du Nord, tous les ballons remplis de déchets ont été repérés et neutralisés pour la sécurité. L'armée sud-coréenne ne pouvait pas non plus les abattre. En effet, si des armes chimiques se trouvaient réellement à l'intérieur de ces ballons d'ordures, elles exploseraient dans le ciel et se disperseraient sur la ville. Il était clair que cela causerait plus de dégâts. L'armée sud-coréenne a donc éliminé en sécurité les ballons d'ordures tombés au sol. L'armée sud-coréenne juge qu'utiliser des ballons pour une attaque biochimique est quasiment impossible. Ils estiment que cela n'est possible qu'en théorie. Comme toute opération militaire, de nombreux facteurs environnementaux comme le vent influencent fortement les opérations. Parfois, une condition climatique a bouleversé l'opération. Quand il fait froid et que le vent souffle fort, ballons et montgolfières volent vite vers le sud. Les armes biochimiques qu'on a se dispersent aussi rapidement, mais leur concentration diminue sur une grande zone. La dose létale, 50, est l'indicateur principal de l'efficacité d'une arme biochimique.
la dose létale, 50, et la concentration minimale causant la mort de plus de 50% des exposés dans une zone donnée. Cependant, dispersée dans l'air et diluée sous la dose létale 50 par le vent ou d'autres facteurs, elle ne nuit pas aux adultes. Certes, cela peut être fatal pour les nourrissons, personnes âgées ou immunodéprimées, mais si la Corée du Nord voulait vraiment faire la guerre avec des armes chimiques, elle n'aurait pas utilisé ces ballons. De plus, si le vent change et que de nombreux ballons vont vers le nord, cela pourrait aussi causer une catastrophe majeure. C'est pourquoi, au lieu d'utiliser des aéronefs non motorisés comme les ballons ou les montgolfières qui dépendent du vent, une attaque biochimique utilisant des drones ou des moyens de puissance asymétrique serait bien plus efficace. Par exemple, pendant la guerre en Ukraine, on a déjà constaté que l'armée russe a mené des attaques en utilisant des drones de petite taille, équipés de gaz, chlorobenzylidène, malonitrile. Les services de renseignement syriens ont aussi largué des bombes au chlore durant la guerre civile en Syrie. Pendant la guerre civile en Syrie, ils ont causé de lourds dégâts en larguant des barils de chlore, armes chimiques, depuis des hélicoptères. Ainsi, le comportement actuel de la Corée du Nord est une stratégie visant à maximiser l'inquiétude et la peur que des armes chimiques puissent être lancées à tout moment. C'est une guerre psychologique. Pourtant, le CRRT traque et élimine plus d'1 millier de ballons souillés un à un. On ignore si des armes chimiques pourraient y être présentes. De plus, les excréments provenant d'un pays où la santé publique est sous-développée comme la Corée du Nord peuvent contenir des bactéries responsables de diverses maladies, telles que le choléra. Cependant, le CRRT doit retirer plus de 1000 de ces ballons d'excréments, ce qui cause une grande fatigue. Depuis l'intervention de l'armée chinoise pendant la crise en Corée du Nord, le DEFCON 3 reste maintenu. Dans cette situation, alors que nous devions nous préparer à la guerre et en même temps résoudre ce problème, il y avait un manque de personnel et la fatigue était très élevée. Mais un problème est survenu. Les ballons remplis de déchets ont causé des pertes humaines. Lorsque le ballon est tombé, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt, causant des dégâts matériels. Malheureusement, au moment de l'incendie, 3 civils travaillaient dans cet entrepôt et ils ont perdu la vie dans ce tragique incident. Les ballons remplis de déchets, munis d'un dispositif d'autodestruction, ont causé l'incendie. Premier incident mortel impliquant des civils et des ballons de déchets nord-coréens. La population était en colère. Simultanément, l'armée nord-coréenne a provoqué en bombardant directement les haut-parleurs de propagande sud-coréens lors de l'attaque. La Corée du Nord a bombardé le territoire sud-coréen pour la première fois depuis 2015. L'armée nord-coréenne a tiré 15 obus de 76,2 mm vers les haut-parleurs sud-coréens, la fumée étant visible à l'œil nu. Les radars de contre-batterie à l'avant et Arthur K ont aussi détecté ces tirs. Keorwon abritait la 22e brigade d'infanterie de la 3e division. Les tirs visèrent les haut-parleurs de propagande nord-coréenne de cette brigade. Voici la 13e brigade de mission spéciale prête pour un nouvel entraînement à la décapitation. Silencieux mais aiguisés, ils ont rapidement éliminé la cible. Comme la situation sur la péninsule coréenne est chaotique, ils ont commencé à s'entraîner en prévision d'éventualités. Cette fois, ils se sont entraînés en supposant une situation réelle. La 13e brigade de mission spéciale estime qu'elle a terminé tous les préparatifs, et ils affûtaient leurs lames plus que jamais. Kim Hyo-jong préparait une provocation majeure. Dans ce cas, l'armée sud-coréenne serait inévitablement obligée de réagir, et Kim Hyo-jong pensait à lancer une nouvelle provocation en réponse à cette réaction. Kim Hyo-jong avait envoyé le bureau d'inspection, d'encadrement et de sécurité dirigeant les opérations. Craignant la désobéissance de l'armée nord-coréenne, Kim Hyo-jong a envoyé ses unités pour provoquer. Cependant, Kim Hyo-jong ne craignait pas la réaction de la Corée du Sud. La Corée du Sud savait que des troupes et des entreprises sociétés militaires privées chinoises étaient massivement présentes en Corée du Nord, notamment à Pyongyang et au Sud. De plus, jusqu'à présent, la Corée du Nord a mené des provocations, a même traversé des guerres et a été plusieurs fois au bord du conflit. Mais comme vous pouvez le constater, il n'y a jamais eu de guerre. C'est pourquoi Kim Hyo-jong a estimé que, même en provoquant fortement la Corée du Sud, celle-ci n'aurait de toute façon pas la capacité de déclencher une guerre. Kim Hyo-jong a souvent affiché un tempérament agressif, n'hésitant pas à utiliser des propos vulgaires, même officiellement, laissant douter de sa retenue. Il n'y a pas de règles officielles pour le langage diplomatique, mais un ton courtois est généralement privilégié. Pourtant, elle agit ainsi. Kim Hyo-jong aurait une personnalité brusque, violente et impitoyable. Kim Hyo-jong a agi ainsi pour gagner l'armée nord-coréenne divisée et prouver qu'elle est la dirigeante suprême du pays. Elle n'a pas vu que la Corée du Sud changeait et a agi trop à court terme. Pendant ce temps, dans cette situation, les États-Unis et la Chine ont de nouveau organisé des pourparlers à huis clos afin de mettre fin à ce conflit entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est la 5e fois. Les discussions continuaient à cause des fortes divergences entre les deux parties. Ils débattaient du sort des forces américaines en Corée du Sud et des rôles des États-Unis et de la Chine en cas de guerre. L'ambiance de cette réunion s'est détériorée.
La Chine a déjà agité la menace nucléaire. Après des pertes humaines, causées par les ballons de déchets nord-coréens et de nouveaux bombardements sur la Corée du Sud, la population, d'abord effrayée, a vite laissé place à la colère. L'opinion publique s'est alors tournée vers l'idée qu'il fallait repousser l'attaque écrasante de la Corée du Nord et chasser toutes les troupes chinoises présentes sur la péninsule coréenne. L'armée de commentaires chinoise, le Wu Maodang, a tenté de manipuler l'opinion publique, sans succès. Si le gouvernement n'agissait pas fermement contre la Corée du Nord, la Maison Bleue risquait d'être attaquée par le peuple. La patience avait des limites. La ligne directe Corée du Sud-États-Unis a été établie. La Corée du Sud et les États-Unis ont ainsi pu communiquer rapidement. Les États-Unis ont surtout instauré cette ligne pour rassurer la Corée du Sud et éviter toute action unilatérale de sa part, car les discussions confidentielles entre les États-Unis et la Chine se poursuivent. 20 minutes après le bombardement, un ordre d'évacuation a été donné aux villages proches de la zone démilitarisée. 3 minutes après, la Maison Bleue a convoqué d'urgence le Conseil national de sécurité, juste avant le début de la guerre. Ce qui prenait 1 ou 2 heures est désormais fait très rapidement. Il a ordonné à la 3e division d'attaquer le poste de garde nord-coréen. Après le bombardement nord-coréen, il voulait leur montrer une vraie riposte. Le 635e bataillon d'artillerie a été chargé de cette mission. Le 635e bataillon d'artillerie utilisait des canons automoteurs K9 et comme il s'entraînait très fréquemment, il avait aussi beaucoup d'expérience. Le 635e bataillon d'artillerie a tiré 36 obus de 155 mm et détruit le poste nord-coréen. 6 soldats nord-coréens auraient été tués lors de la destruction de ce poste. La raison pour laquelle seulement 6 soldats nord-coréens ont été tués malgré la destruction du poste et que la structure principale du poste nord-coréen n'était pas située au-dessus du sol. Tous les postes nord-coréens sont aujourd'hui interconnectés et centralisés. Donc, même si l'on détruit les postes en surface, il était impossible de tous les éliminer. Le gouvernement de la République de Corée était également au courant de ce fait. C'est pourquoi il a directement ciblé et attaqué les postes. Il maintenait ainsi un équilibre, tandis qu'ailleurs, d'autres opérations se déroulaient aussi. Ici, c'est Nampo. Avant l'infiltration de l'armée chinoise, les forces sud-coréennes et spéciales avaient déjà pénétré secrètement la région. Elles ont mené des attaques de représailles, infiltré discrètement le port de Nampo, posé des explosifs sur des entrepôts et navires, puis tout fait exploser. Ils ignoraient que l'armée sud-coréenne était responsable, et l'opération dépassait l'imagination. Dans le cas du port de Nampo, il a été développé historiquement après son ouverture, parallèlement à la croissance de Pyongyang et de Nampo. Aujourd'hui, c'est l'un des ports commerciaux majeurs de la côte ouest. La relation entre Nampo et Pyongyang est comparable à celle entre Séoul et Incheon. La plupart des marchandises non arrivant au port de Nampo vont à Pyongyang. Jusqu'à présent, en raison des sanctions contre la Corée du Nord, le volume de marchandises et le commerce avaient fortement diminué. Mais désormais, la Chine ignore cela et transfère divers armements et marchandises nord-coréens via le port de Nampo. Mais l'explosion de l'entrepôt du port de Nampo a eu un impact bien plus grand que prévu. De nombreuses armes et bombes stockées dans l'entrepôt ont déclenché une explosion en chaîne qui a détruit tout le port de Nampo. À 23h, 33 fortes explosions et plusieurs petites ont eu lieu en pleine nuit. Les forces spéciales ont déclenché une première explosion avec des bombes, suivie d'explosions en chaîne. La deuxième explosion valait 3 tonnes de trinitrotoluène, la troisième 21 tonnes. Une explosion de 21 tonnes de trinitrotoluène équivaut à une ogive nucléaire tactique américaine, comme le Davy Crockett. 2 explosions de cette ampleur, rares même en guerre, ont donc eu lieu. L'explosion était si forte qu'on la voyait de loin. Puis des vitres sont éclatées sous l'onde de choc et des gens sont tombés au sol. L'explosion détectée par les satellites a eu lieu car les armes étaient mal stockées dans l'entrepôt. Penser que la Corée du Nord, sans argent, puisse gérer un entrepôt logistique en sécurité était absurde. En conséquence, il y a eu 203 morts et 10 disparus. Rien que le nombre de blessés s'élevait à 820. Les pertes matérielles dépassaient 500 milliards de won. Mais plus surprenant, les forces spéciales se sont réfugiées en sécurité dans leur abri. Le conflit ne cessait de s'intensifier, comme sur un escalator. Sous-titres fournis par Bedalu Minjok. Sous-titres fournis par Bedalu Minjok. Sous-titres Bedalu Minjok. Sous-titres fournis par Baedalu Minjok. Sous-titres fournis par Bedalu Minjok. Sous-titres fournis par Bedalu Minjok. Sous-titres fournis par Bedalu Minjok.